Pourquoi le crime organisé se féminise-t-il de plus en plus? Gros plan dans ces paroles du Monde sur ces femmes qui prennent le pouvoir au sein de la mafia. Le lundi, des documentaires vous emmènent sur le terrain pour découvrir les problématiques qui agitent la France et le monde d'aujourd'hui. Des enquêtes, des reportages, des images, des témoignages et beaucoup d'inédits. Les lundis docu, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Bonsoir à tous, notez vos deux rendez-vous avec Public Sénat le 18h dans quelques secondes. Gros plan sur le grand emprunt détaillé ce matin par Nicolas Sarkozy. Parmi les priorités, l'enseignement supérieur, la recherche et le numérique. Débat et questions à suivre. La France peut-elle résister à l'offensive de Google auprès des bibliothèques et des éditeurs? À 18h30, le documentaire du lundi, profession humanitaire ou comment les ONG se professionnalisent. Alexandre Bonche a suivi des humanitaires pour qui engagement ne rime pas avec amateurisme. Nous verrons cela tout à l'heure, mais tout de suite le journal. Le 18h, toute l'actualité politique de ce lundi 14 décembre. Voici les titres. 35 milliards d'euros pour mettre du carburant dans l'économie, mais le grand emprunt n'est pas un nouveau plan de relance, insiste Nicolas Sarkozy, qui a renoué ce matin avec les exercices délicats, pour lui, de la conférence de presse. Un accord salarial enfin conclu dans la restauration, mais il intervient juste à la veille d'une réunion convoquée à Bercy pour faire le bilan de la baisse de la TVA. Social encore, le trafic reste très perturbé sur le RER A. Les syndicats dénoncent un blocage politique quand la droite d'Île-de-France critique la passivité de la région socialiste. Ouvrir des salles de shoot où les toxicomanes pourraient se droguer dans un environnement sécurisé avec une prise en charge médicale. Le 18h ouvre le débat sur cette idée proposée ce soir au Conseil de Paris par le socialiste Jean-Marie Le Guen. Le chef de l'État a donc validé pour l'essentiel les propositions de la commission Juppé-Rocard sur le grand emprunt. Les universités profiteront de près du tiers de la manne des 35 milliards d'euros pour aboutir à 10 campus d'excellence. La recherche, le soutien à l'industrie et aux PME, le développement durable, l'économie numérique sont les autres priorités détaillées au cours d'une conférence de presse où se pressait ce matin à l'Élysée la fine fleur de la presse économique. Nicolas Sarkozy avait laissé un souvenir mitigé de sa première conférence de presse le 8 janvier 2008. Comment celle-ci s'est-elle déroulée alors que les questions politiques n'avaient pas droit de citer? Marie Brémaud. Même veste, même allure, même cadre, mais cette fois-ci, il s'agissait de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'en 2008. C'est pourquoi le président, avant toute question, a souhaité rappeler les règles du jeu. Je vais me livrer à vos questions. Je rappelle que ces questions doivent porter sur l'économie et sur le social, si vous le voulez. Un domaine restreint, car le chef de l'État se méfie de l'exercice depuis la dernière conférence de presse en date. C'était il y a presque 2 ans. Donc il a tiré les leçons des gaffes de la première, quoi, qui étaient nombreuses. Il y avait plusieurs sur sa vie privée, sur la manière de répondre aux journalistes qui était trop agressive. Bon, là, il s'est maîtrisé, quoi. Laurent Geoffrin, journaliste à Libération, avait d'ailleurs subi les foudres du chef de l'État. Aujourd'hui, pas de duel, les échanges sont restés cordiaux. Je commence bien ma semaine, monsieur Geoffrin. Oui, je suis venu pour vous réconforter. J'attends la suite, mais compte tenu de ce compte tenu de ce que vous venez de dire, allez, libérez-vous, parce que franchement, là, c'est... Non, mais on essaye de s'attacher aux faits, même quand ils vous sont favorables. Les journalistes, sans doute, ce matin, ont eu l'impression qu'il fallait rester un petit peu à la règle du jeu qui avait été fixée, compte tenu, j'allais dire, des rapports entre Nicolas Sarkozy et la presse qui sont, depuis notamment la rentrée, sont un peu compliqués, compte tenu de tout ce qui a été dit à l'occasion des différentes polémiques successives, l'affaire Jean Sarkozy, les différentes affaires qui ont un peu empoisonné la rentrée. Une conférence de presse sans anicroche mais sans grand relief non plus. À l'issue, pourtant, l'entourage du président était ravi et envisageait déjà d'autres face-à-face de ce genre avec les journalistes. Ravi également le patron de l'UMP, Xavier Bertrand, pour qui le grand emprunt nous annonce un grand avenir. Les critiques du Parti socialiste maintenant pour François Hollande, le grand emprunt sera le grand impôt. Jean-Marc Ayrault ironise, il a trouvé Nicolas Sarkozy très emprunté. Critique également du président centriste de la Commission des finances du Sénat, Jean Arthuis, avec Fabrice Cunet. Je suis préoccupé par le niveau de
la dépense publique et plus précisément de l'endettement public. Si les dépenses sont engagées en 2010, cela fera 35 milliards de dépenses publiques supplémentaires. Voilà, Jean Arthuis s'en tient aux chiffres et donc il rejette en bloc ce grand emprunt alors que les déficits sont déjà abyssaux. Emmanuel Kessler, bonsoir. Bonsoir. Alors voyons dans le détail avec vous ce grand emprunt qui finalement n'est pas aussi grand qu'annoncé. C'est vrai, on est un peu loin des ambitions de départ. L'Élysée avait même évoqué un moment le montant de 100 milliards d'euros. En fait, ce sont 22 milliards d'endettements nouveaux qui sortent du chapeau. Ce montant, c'est tout simplement le plafond estimé pour ne pas mettre en danger la signature de la France sur les marchés financiers, un calcul d'experts. Alors bien sûr il faut habiller l'opération pour faire masse, vont donc s'y ajouter de l'argent qui est déjà dans les caisses, ce sont les 13 milliards d'aides que les banques ont en fait déjà remboursées. On arrive à 35 et ensuite Nicolas Sarkozy mise sur le fait que les entreprises vont doubler en quelque sorte le montant engagé pour arriver au total à 60 milliards d'euros. C'est un pari, mais ça permet de gonfler les chiffres et de ne pas être trop loin de ce qu'avaient réclamé il y a quelques semaines quelques députés de la majorité. Est-ce qu'il ne s'agit pas en fait d'un nouveau ou d'un plan de relance bis ? Nicolas Sarkozy s'en est très largement défendu ce matin lors de sa conférence de presse. La relance, c'est vrai, ça consiste à mettre du carburant dans le moteur, mais pour qu'il redémarre tout de suite. C'est par exemple la prime à la casse. Là, on est plutôt en train d'essayer de changer le moteur, de trouver de nouveaux modèles dans le numérique, dans les énergies nouvelles. Jusqu'à présent, quand la France empruntait, elle n'utilisait que 5% des sommes récoltées pour financer des investissements. Le reste, ça lui servait tout simplement à boucler ses fins de mois. Là, c'est vrai que dans cette enveloppe, ce sera en principe 100% qui vont être cantonnés, fléchés sur de l'investissement. Mais un nouveau moteur, ça met du temps avant d'être mis au point, avant de tourner. Donc il ne faut attendre aucun impact positif de ce grand emprunt avant au moins 2016. Et en attendant, grand emprunt et relance ont le même effet, accumuler nos dettes. Mais il n'y aura pas d'appel aux épargnants. Nicolas Sarkozy l'a dit, cela aurait coûté 1 milliard de plus. Par ailleurs, notons que les intérêts de cet emprunt seront gagés par des économies supplémentaires dans le train de vie de l'État, comme l'avait souhaité le ministre du Budget, Éric Woerth. Merci Emmanuel. Les revenus des agriculteurs ont chuté de 34% cette année en raison du recul des prix agricoles, année noire donc qui fait suite à une année 2008 qui avait été déjà très difficile. Selon le ministère, l'agriculture traverse la plus grave crise depuis 30 ans. Le revenu moyen annuel des agriculteurs devrait se situer cette année à quelques 14 500 €. Alors que l'optimisme était de mise, il y a une semaine, à l'ouverture de la conférence climat de Copenhague, le ton a changé aujourd'hui. Le spectre de l'échec a même dominé les travaux. Grogne des pays en développement et ton incisif de la Chine vis-à-vis des pays industrialisés. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle ce soir les dirigeants du monde à un compromis, alors que les obstacles donc se lèvent. Sophie Normand. La grande inconnue, c'est le financement et le montant que les pays industrialisés mettront sur la table pour aider les pays émergents à accéder à l'énergie propre. Les Européens, pour leur part, ont les premiers avancé vendredi un chiffre précis, plus de 7 milliards d'euros sur 3 ans. Pour les écologistes, il manque un zéro à cette somme. C'est pas monstrueux du tout comme chiffre à l'échelle des autres dépenses. Je rappelle que les besoins pour aider les pays du Sud à engager la transition énergétique nécessaire et pour répondre aux dérèglements climatiques, c'est même pas un dixième du budget d'armement annuel du monde. Autre point d'achoppement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les dirigeants européens s'engagent sur une réduction de moins 20% en 2020. C'est un petit moins 4% du côté des États-Unis. Quant aux pays en développement, ils refusent pour le moment de s'assigner des objectifs contraignants aux grandes dames des Américains. Une première, le très riche et très puissant comité d'entreprise DDF-GDF géré par la CGT achète le numéro 1 des campings et bungalows, la société André Trigano, cotée en bourse. L'acquisition a pris la forme aujourd'hui d'une opération boursière à hauteur de 59 millions d'euros. Des réticences du côté de la CGT, mais de la compagnie André Trigano, où l'on dit redouter pour l'emploi et les conditions de travail. La suite du 18h, séquence décodage, le secours du grand emprunt pour affronter l'offensive de Google sur le patrimoine culturel et littéraire français.
4,5 milliards pour le haut débit, dont 750 millions pour numériser le contenu des musées et des bibliothèques. Nous en parlons avec nos invités dans un instant. En tous les cas, c'est l'une des annonces du chef de l'État aujourd'hui. Tram Tranui. Nous allons consacrer 750 millions d'euros à la numérisation des contenus de nos musées, de nos bibliothèques, de notre patrimoine cinématographique. Il n'est pas question de laisser ce patrimoine partir. La numérisation des produits culturels devient une priorité nationale. 750 millions d'euros lui seront consacrés, une somme que réclamait le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. La numérisation, un projet gigantesque qui consiste à mettre en ligne et en accès direct pour le public toutes les richesses de notre patrimoine. Mais la numérisation fait débat. Aux États-Unis, le géant Google a numérisé des millions de livres sans autorisation et a pris une avance considérable. En France, pas question de laisser le patrimoine aux mains d'une entreprise privée, mais pas d'hostilité non plus à un partenariat public-privé qui reste à inventer. La Bibliothèque de Lyon a déjà confié la numérisation de 500 000 ouvrages libres de droit à Google. Reste à résoudre une question sans doute la plus épineuse. Sous quelles modalités seront numérisées les œuvres d'auteurs contemporains ? Voilà nos invités avec nous. Francis Ball, bonsoir. Vous êtes spécialiste des médias et très sensible bien sûr au développement d'Internet et au bouleversement que cela provoque dans tous les secteurs de la presse, mais aussi de l'édition. Et Christine de Mazières, vous êtes déléguée générale du syndicat national de l'édition et donc très inquiète des visées de Google. Donc le chef de l'État annonce 750 millions d'euros pour numériser un certain nombre de données présentes dans nos bibliothèques. Est-ce que c'est une bouffée d'oxygène, comme le dit à l'instant Bruno Racine, l'actuel président de la BNF, Francis Ball? En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Simplement, elle arrive un tout petit peu tard. Je crois qu'on a pris quand même du retard dans cette numérisation. Et nous n'en sommes par conséquent qu'au début des véritables problèmes, car il va falloir arbitrer entre les différents contenus culturels, le livre, le cinéma, les œuvres audiovisuelles, les musées, ce qui fait par conséquent beaucoup. C'est un chantier gigantesque, on peut le chiffrer ? Non, mais en tout cas, le chiffre de 750 millions paraît colossal, mais en réalité, il est relativement limité. Quels sont les moyens de Google en face ? Les moyens de Google, c'est un chiffre d'affaires de 20 milliards par an. C'est incontestablement l'une des stars dont on ne peut pas se passer sur le web, car numériser c'est bien gentil, mais encore faut-il pouvoir accéder à ces contenus après qu'ils aient été par conséquent référencés. Et pour l'instant, force est bien d'admettre qu'il y a un savoir-faire. D'accord. Et que par conséquent... Alors, n'abattez pas trop vite vos cartouches. On sait que vous êtes plutôt favorable à Google, mais on va donner la parole à Christine de Mazières. On parle beaucoup là de la numérisation de ce fantastique patrimoine dans nos bibliothèques, nationales ou autres, puisque effectivement, on rappelait qu'à Lyon, un accord a été passé avec Google. Mais il ne faut pas oublier également le monde de l'édition. Est-ce que cette prise de conscience du chef de l'État vous satisfait ? Nous sommes évidemment extrêmement contents de cette annonce qui est importante non seulement sur le plan financier mais aussi symbolique. C'est vrai que c'est le patrimoine écrit de notre pays qui est en jeu. C'est quelque chose vraiment qui a trait profondément aux enjeux politiques, à notre mémoire collective, à notre identité. Et je pense que c'est une annonce très importante aussi qui pourrait faire école en Europe. D'accord. Et alors, quels sont les problèmes spécifiques des éditeurs? Car vous également, vous vous interrogez, est-ce que vous pourrez demain garder la maîtrise de votre création éditoriale face à Google? Les éditeurs, ils travaillent énormément, sont dans une phase d'investissement, puisque le marché du livre numérique n'existe, pour ainsi dire, pas encore. Il y a une demande qui est très très faible. Donc nous sommes dans une phase vraiment de mise en place des modèles économiques, des structures. Et nous avons effectivement depuis 3 ans engagé un procès contre Google qui a numérisé depuis effectivement fin 2004 quelques 10 millions de livres sans autorisation. Et, sans respect du droit d'auteur. Sans respect du droit d'auteur, parce que ça ne permettrait pas d'aller aussi vite. Et donc nous avons un jugement bientôt. Et je pense qu'avec un opérateur qui ne respecte pas les droits d'auteur, c'est difficile de passer des partenariats. Alors Francis Ball, est-ce qu'on peut parler de Google comme d'un aiguillon ou comme d'un gangster? En tout cas, s'il n'avait pas eu l'intention dès 2004 de numériser les 15 millions, les fameux 15 millions de livres, il est probable que la numérisation des livres aurait été beaucoup plus lente. Et il a fait école
incontestablement, car Gallica, Europeana ne seraient probablement pas nés. Ce sont des outils parfaitement complémentaires. Très en retrait par rapport à la puissance de Google. Oh, mais c'est incontestablement. Oui, et puis en plus, ce sont des systèmes qui sont quand même passablement fermés, et par conséquent, ça me rappelle un peu la polémique entre Internet et le Minitel. Le Minitel était très franco-français, et pendant un certain temps, la France, par frilosité, a résisté contre le Minitel, contre l'Internet, pardon, et puis évidemment, nous nous sommes convertis parce que c'est un réseau global. Et il faut bien dire que Google n'est pas une entreprise américaine. C'est ça qui est un peu agaçant, c'est que c'est une entreprise globale. Et il faut bien savoir qu'il y a des Français qui y travaillent, il y a beaucoup d'Asiatiques qui y travaillent aux États-Unis, et que par conséquent, leur intérêt bien compris, étant donné que le français est la 5e langue parlée sur Google, parmi les 40 qui est parlée par Google, eh bien, leur intérêt bien compris, évidemment, est de respecter les droits d'auteur. Ça, c'est la loi qui l'impose. Par conséquent, je vois mal comment il pourrait la transgresser. Ah ben non, et Christine Lemaitre confirme qu'il ne le respecte pas. Non, aux États-Unis, effectivement, nos collègues éditeurs et auteurs américains ont lancé un procès contre Google en 2005. Ils ont dû arrêter il y a un an, faute en fait de pouvoir le financer. Ils ont dépensé plus de 30 millions de dollars en honoraires d'avocats. Donc ils ont été pieds et poings liés pour effectivement négocier un règlement, un accord de règlement qui est extrêmement déséquilibré. Depuis un an, nous sommes nous-mêmes, en fait, nous étions inclus, malgré nous, par une procédure américaine dans ce règlement. Nous n'avons pas été impliqués dans la négociation. Et d'ailleurs, dans les... Comment est-ce que vous qualifiez les méthodes de Google? Dans les négociations, c'est peut-être parce que vous ne l'avez pas voulu. Si, mais vous le savez très bien, entre les éditeurs et les auteurs d'un côté aux États-Unis et Google, il y a eu un accord qui a été surveillé par la justice américaine. Non, justement, la justice américaine, en mois de septembre, a émis des objections extrêmement fortes. D'une part sur la violation des droits d'auteur et d'autre part sur les questions d'atteinte aux droits de la concurrence, parce que Google est dans une position quasi monopolistique, notamment sur tout ce qui s'appelle les œuvres orphelines et épuisées. Il s'arroge un monopole. Dès lors que les ayants droit ne revendiquent pas ces œuvres, c'est lui qui a l'exclusivité de leur usage. Il y a un ensemble de garde-fous qui ont été arrêtés en France pour préserver le monde de l'édition. Il y a le prix unique du livre, il y a également le système de droits d'auteur. Est-ce que tout ça, demain, va voler en éclats sous la pression de Google, selon vous? Est-ce que c'est la menace? Effectivement, il y a des risques. Sur les droits d'auteur, c'est évident. L'intérêt de Google est de faire modifier dans un sens restrictif les droits d'auteur. Ils sont en train de lobbyer au niveau européen et dans chaque pays très fortement pour de nouvelles exceptions, voire des licences globales. Donc c'est vrai que les droits d'auteur sont un obstacle pour eux. Ils ont une vision purement quantitative. Et la vie littéraire serait en danger? Je crois que la création a besoin de rémunération des auteurs. Pour une création diversifiée, indépendante, c'est comme un droit de l'homme qui a été acquis en France au siècle des Lumières pour que les auteurs ne soient plus assujettis au prince. Et donc, de la même manière aujourd'hui, il faut rémunérer la création. Donc, c'est très important. Alors, un enjeu considérable, Francis Ball. Moi, je crois qu'il est urgent de faire en sorte de réunir les conditions pour qu'il y ait une paix quand même aussi durable et aussi équitable que possible entre le monde du numérique et ses acteurs, et puis les auteurs qui sont non seulement évidemment des écrivains, mais aussi des artistes de toutes sortes. Donc, je suis persuadé qu'il va arriver pour le monde de l'édition ce qui est arrivé déjà pour le monde de la musique, c'est-à-dire une révision d'un certain nombre de modèles de l'industrie musicale. Mais oui, non mais l'industrie musicale. Non mais attendez, il y a l'industrie du disque, mais il y a aussi la musique. Ouais. Et la musique n'a jamais été autant présente auprès de tous. Nous sommes en paix avec le numérique, mais Google ne résume pas tout le monde numérique, heureusement, et nous on croit au numérique, mais pas de manière imposée par Google. Voilà, c'est un débat à suivre. Francis Ball, en tous les cas, vous publiez aussi des livres, Médias et société. Oui, j'espère qu'il sera bientôt en numérique. Voilà, vous défendez son prix également, 53 € pour vos propres droits d'auteur. Même si peut-être que vous nous en touchez peu sur cet ouvrage. Merci en tous les cas à tous les deux. C'est la suite du 18h. Oui ou non à ce qu'on appelle les chambres de shoot. Les chambres de shoot, c'est l'idée défendue par Jean-Marie Le Guen, député de Paris et élu socialiste au Conseil de Paris. L'information était dans Le Parisien ce matin. Ouvrir des salles pour les toxicomanes où ils seraient accompagnés.
une prise en charge médicale pour éviter l'utilisation de seringues souillées, par exemple, alors qu'on sait que beaucoup de drogués sont contaminés par différents virus, bien sûr, le sida ou l'hépatite A. Une prise en charge éducative aussi, tenter d'amener les drogués à sortir de l'enfer des chambres de shoot, donc comme il en existe dans de nombreux pays européens, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, Paris, mais aussi Lyon, Marseille ou Lille pourraient être intéressés. Ces lieux éviteraient par ailleurs la promiscuité parfois dramatique entre drogués et riverains. Mais donc il y a débat, initiative bienvenue ou non, il y a les pour et les contre. Avec nous ce soir Jean-Pierre Coutron de l'Association nationale des intervenants en toxicomanie, bonsoir. Bonsoir. Et Julien Emmanuelli de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Donc vos points de vue respectifs, messieurs. Monsieur Coutron d'abord. Oui, alors d'abord, c'est pas des salles de shoot, c'est terrible, mais c'est le débat sur les médias et la culture, c'est des salles de consommation à moindre risque. Hein. Pourquoi? C'est pas qu'on a peur des mots, c'est qu'il s'agit de s'intéresser à une toute petite partie du public qui consomme dans la rue, qui crée des nuisances pour le voisinage, qui se met en danger dans sa santé, et de leur permettre de le faire avec un certain accompagnement éducatif, social et médical. Donc vous avez répété effectivement la consommation, que sont les chambres les salles de consommation. Les salles de consommation, vous n'y voyez que des avantages. Pas que des avantages. Je crois qu'on est loin de dire que c'était une solution miracle. On ne voit pas que des avantages. On pense que ça répond à un problème. C'est pas la même chose. Très bien. Alors, et votre point de vue, Julien Emmanuelli? Comme l'a dit M. Coutron, c'est une expérimentation, enfin une proposition qui s'inscrit dans une politique sur laquelle on a beaucoup vu en France, qui est la politique de réduction des risques, notamment des risques infectieux, mais aussi de l'aide à la survie. La question avec des initiatives comme celle-là, c'est quand même de savoir si ça en vaut la peine. Il y a le problème de l'acceptabilité politique, ça c'est une vraie question. L'acceptabilité tout court, les représentations qu'ont les gens, les médecins par exemple, pas simple quand même de donner jusqu'à ce point la possibilité aux gens, à certaines personnes Vous parlez de l'acceptabilité, mais effectivement l'un des arguments c'est peut-être d'éviter que ces drogués soient dans la rue, par exemple dans les couloirs du métro. Oui, non, mais il y a le problème de l'acceptabilité, il y a le problème de la faisabilité, puis aussi il y a le problème de l'opportunité, la pertinence. Alors là-dessus, on a quand même, donc il faut essayer de pouvoir évaluer un peu ce qui. Vous êtes réticent pour l'instant. Je suis sceptique. Sceptique parce que je crois que la politique de réduction des risques est une politique qui a bien marché, qui a permis considérablement de faire reculer le VIH, notamment chez les toxicomanes. Pas le VIH, en tout cas pas de manière aussi importante, et que ça repose sur un paradoxe, et que plus évidemment on pousse le paradoxe, plus ça suscite des commentaires. Donc il faut avancer avec méthode. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, par exemple pour l'hépatite C. On parle dans le communiqué des avantages que ça aurait sur pour réduire les infections. En fait, les études qui sont disponibles pour le moment ne montrent pas tellement ça. Et là, la question, elle est pourtant entière. Comment on fait pour essayer de lutter de façon un peu efficace contre la contamination par l'hépatite C? Il y a d'autres solutions qu'il faudrait aussi pouvoir pousser et dont on parle moins. Par exemple? Par exemple, l'accès au dépistage des toxicomanes, surtout des toxicomanes qu'on voit pas facilement dans les centres de soins. Par exemple, ça serait sans doute prévu dans ces salles. Normalement, Madame la Ministre a sorti un plan qui a été annoncé et qui prévoit ces actions. Donc si on a mis l'accent sur ce qui prévoit ce qui tourne autour de la prévention des risques, autour de la consommation, c'est que cette partie-là n'était pas prise en compte. Il y a qu'encore une fois, il s'agit pas de couvrir la France de salles de consommation. On a parfois l'impression que ça s'emballe un peu. Il s'agit à des endroits. Ça vous inquiète un petit peu, le traitement médiatique de cette affaire? C'est pas que ça inquiète, c'est que si on veut que ça débouche, il faut parler du problème et de la solution qu'on met en face, et non pas des représentations imaginaires que les uns et les autres peuvent avoir. On a vu le même problème quand il a fallu mettre en distribution les seringues. Des personnes étaient persuadées que ça allait démultiplier le nombre de personnes qui se shooteraient. À l'époque, c'était uniquement sur le shoot. Ça n'a pas augmenté le nombre de personnes qui se shootaient, et ça a permis de faire diminuer un certain nombre des maladies et des problèmes qui étaient liés au shoot. Alors, il s'agit de faire la même chose sur un endroit ponctuel par rapport à des problèmes ponctuels. D'accord. Julien Emmanuelli. Est-ce que vous redoutez d'une certaine manière une forme de légalisation de l'usage de la drogue, je ne sais pas, dans des espaces préservés, même avec assistance médicale? De toute façon, dans la politique de réduction des risques, on est toujours dans le paradoxe que je signalais. Un paradoxe nécessaire. La question, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être fait? Sachant qu'on a des vrais sujets. Je veux dire, il y a l'aide à survie, il y a des populations très précaires.
On parle des crackers, par exemple. Là, on n'est plus vraiment dans l'injection, quoi, qui s'injectent aussi. Et là, c'est vrai que pour ces gens-là, il y a des solutions très spécifiques qui doivent être mises en place, qui l'ont déjà été. Hein. On a mis en place, sur Paris notamment, des structures spécifiquement dédiées à la prise en charge des consommateurs de crack. Mais je vous dis, la question, par exemple, des infections, elle se pose, mais elle se pose certainement pas de la manière la plus pertinente. Et qu'est-ce qui vous sépare au fond tous les deux? Parce que tous les deux, vous accompagnez les drogués au quotidien, vous essayez d'en réduire le nombre. Qu'est-ce qui vous oppose fondamentalement dans cette approche? Je ne sais pas ce qui nous sépare, mais en tout cas, moi, j'ai la conviction. L'ANITEA, c'est une association qui existe depuis 30 ans. Dans ses adhérents, il y a 600 établissements de santé. Dans les 600 établissements, il y en a qui font du sevrage, il y en a qui travaillent autour de l'abstinence, il y en a qui travaillent autour de la prévention, il y en a qui travaillent avec l'espoir que des personnes ne feront jamais usage. Donc, on n'est pas dans une posture idéologique. On dit que une histoire, on dit que dans une histoire de produit, voilà, dans une histoire de produit, il y a des situations différentes et que le rôle de la politique publique, c'est de couvrir l'ensemble des situations. Ce n'est pas forcément d'en choisir une aux dépens d'une autre. Alors, on n'a pas poussé en avant ce projet en premier. D'autres outils ont été mis en place. C'était légitime qu'ils soient mis en place. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté à avoir des réponses sur l'acte de consommation. L'acte de consommation, hein, parce que c'est pas uniquement l'injection. Quand on inhale, on peut aussi avoir un certain nombre de risques. L'outil pour répondre à l'acte de consommation, c'est la salle de consommation. Il y a une espèce de logique. À partir du moment où on a validé qu'on distribue le matériel, la plupart des gens avec ce matériel vont rentrer chez eux et vont faire ce qu'ils ont à faire chez eux. C'est choquant, mais une fois qu'ils le font, ils se sentent un peu mieux et à partir de là, on peut dérouler quelque chose. Une partie d'entre eux... Je sens un scepticisme persistant chez votre interlocuteur. Deux choses. D'abord, il existe tout de même un dispositif très largement déployé, c'est vrai, sous la pression du VIH, de prise en charge de structures de bas seuil qui proposent un certain nombre des soins de première ligne, primaire, là, qu'évoque Monsieur Coutron. Mais je pense que ce qui est problématique, c'est aussi dans ce genre d'initiative, ou en tout cas on peut toujours imaginer améliorer le dispositif. Le problème, c'est où c'est le plus utile de le faire, sachant que par ailleurs... Peut-être le coup d'expérimenter. Il existe déjà des choses dont on peut se demander si on ne pourrait pas les améliorer. On ne demande pas plus. Non. La deuxième chose, c'est quand même qu'il faut avoir en tête que dans les peu d'évaluations dont on dispose, il y a aussi des phénomènes, je dirais, indésirables qui sont parfois pointés. Il faut les avoir en tête. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut prendre en charge des gens qui sont, comme vous dites, dans la rue, sur le trottoir, dans le métro, etc. Mais le risque, je dis pas que c'est ce qui se passe tout le temps, mais un des risques, c'est de drainer des abcès de fixation de population très marginale avec tout ce qui va autour, le deal, la prostitution, voire la criminalité, et puis déplacer le problème. Alors on parle de SAS vers le sanitaire, le social, mais c'est pas toujours observé, malheureusement. On peut aussi... le problème... S'il y a des intervenants, s'ils sont là, s'ils peuvent pratiquer aussi des tests... Je crois que les études qui sont en train de sortir en ce moment sont extrêmement positive sur ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas l'outil numéro 1 par rapport à la problématique VHC. C'est un outil qui a son efficacité. C'est pas l'outil numéro 1. Là où c'est utile, c'est pour rencontrer des publics qui sans ça sont pas rencontrés, les faire mettre dans des processus qui permettent petit à petit de dérouler une chaîne thérapeutique. En tous les cas, la proposition est soutenue par le socialiste Jean-Marie Le Guen. Du côté officiel, on sent une forme de réticence. Il n'y a pas encore de prise de position officielle. Mme Lachaud nous a pas dit non. Elle a dit qu'elle attendrait l'étude de l'INSERM. Et l'étude de l'INSERM, normalement, a colligé un certain nombre de grands rapports internationaux qui viennent de sortir en Australie, au Canada, qui sont favorables et qui ont une évaluation positive. L'étude de l'INSERM, c'est en fait une expertise collective qui a été commanditée, qui est dans le cadre du plan gouvernemental. Donc, on n'est pas contre l'évaluation des outils de réduction des risques, mais sur ça, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de position. En tous les cas, il n'y a pas de position officielle. Le débat méritait d'être posé. Non, c'est un scepticisme. Sans trop d'excès, de simplification médiatique pour que chacun comprenne bien. Et ne se braque pas d'ailleurs. On a posé la question sur le site de notre partenaire nouvelobs.com et pour l'instant, les opinions sont très partagées. Même le non l'emporte. Il est contre des chambres de consommation à 45%, 42%, mais le débat ne fait que commencer. C'est plutôt intéressant parce que présenté comme salle de shoot, on pouvait penser que ce serait encore plus défavorable. Je vous l'avoue maintenant que c'était comme si ça que c'était présenté. Je suis sûr que ça changera. C'était la une, c'était dans le Parisien ce matin, chambre de shoot. Merci à tous les deux d'avoir éclairé ce débat. À suivre donc le documentaire du lundi, je vous le rappelle, donc sur les ONG, la professionnalisation, profession ONG.